Moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. L'amour dure 3 ans, 99 francs, un roman français, tous des succès pour ce romancier couronné en 2009 par le prix Renaudot. Écrivain donc, mais aussi réalisateur, animateur du Cercle sur Canal+, et critique littéraire. On retrouve Frédéric Becbédé en tête à tête. Bonjour Frédéric Becbédé. Bonjour monsieur. Si on vous demandait d'écrire votre biographie dans un manuel de lycée, qu'est-ce que vous diriez comme mot-clé, comme date? Date de naissance, 1965. C'est important parce que 1965, c'est le milieu des années 60. C'est juste avant mai 68. Et je pense que ça définit assez bien ma génération. Une génération qui est née après la guerre, pas très longtemps après la guerre, et dont les parents ont eu qu'une envie, c'était de s'amuser. Et donc nous, on est un peu une génération bizarre, les gens qui ont un peu plus de 40 ans aujourd'hui. Alors, ensuite, autre date, je sais pas, j'imagine la publication de mon premier roman, parce que c'est un grand moment dans la vie quand on a envie d'être écrivain et qu'on est publié. 1990. Et puis ensuite, souvent les gens qui font des biographies mettent la date de leur premier succès. Ça n'a pas été mon premier livre. Donc c'était en l'an 2000 et ça s'appelait 99 francs. C'est un mouvement littéraire. Alors j'ai été, avec d'autres, embrigadé dans une école qui s'appelle le post-naturalisme. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie. Il semblerait que avec Houellebecq, Despentes, Nicolas Ray ou d'autres, on fasse des romans réalistes sur ce qui se passe autour de nous, sur notre époque. Voilà. Et donc ça s'appelle le post-naturalisme. Je ne sais pas pourquoi post, parce qu'en fin de compte, on fait du naturalisme à l'ancienne. Alors en tout cas, entre deux romans, deux émissions, parce que vous êtes aussi présentateur, vous observez les autres, vous critiquez. Alors qu'est-ce qu'un bon critique? Est-ce que c'est un lecteur un peu plus arrogant, un peu plus snob que les autres, ou au contraire, est-ce que c'est un guide qui doit être très humble? Les deux. Je pense qu'il faut être arrogant et snob pour avoir envie de juger les autres. C'est ignoble de vouloir juger le travail des autres quand on y pense. Et en même temps, c'est nécessaire. S'il n'y avait pas des gens qui nous guident, qui nous indiquent ce qui est bon ou mauvais, ou plutôt ce qu'ils considèrent, eux, avec leur goût et leur subjectivité, comme réussi ou loupé. Moi, je trouve que j'ai toujours aimé lire les critiques. J'adore lire les pages les plus méchantes des auteurs qui savent parler des œuvres des autres, que ce soit les films, les livres, les disques. Depuis toujours, je lis la presse écrite pour ça, parce que j'aime... j'ai du mal à... Enfin, quand j'étais adolescent, j'avais du mal à juger par moi-même. J'avais besoin d'avoir des gens qui m'alertent. Tiens, ce truc-là, c'est vachement bien, ou ça, c'est nul. Tout le monde t'explique que c'est bien, mais c'est nul, etc. Donc, on n'engage que soi quand on est critique, mais il faut être engagé. Est-ce que le critique rend service à l'art? Est-ce qu'il peut se vanter de faire avancer, d'éclairer de nouvelles pistes dans son domaine? Je n'aurais pas la prétention de dire ça me concernant, mais je pense que les critiques de Charles Baudelaire, par exemple, ont fait beaucoup pour ouvrir les yeux des gens sur certains peintres. Je pense que la critique, ça peut... on peut servir de révélateur. Moi, à mon petit niveau comme critique littéraire, je sais que j'ai milité pour certains auteurs. Il y a certains auteurs que je me suis battu pour eux. Oui, la critique récompense. Vous avez écrit le prix de Flore, le prix de Sade. Oui, c'est-à-dire que écrire des articles, c'est une chose, mais on peut aussi se réunir avec d'autres journalistes et essayer de défendre un auteur, le faire connaître en lui donnant un peu de notoriété. Je ne sais pas trop si je le fais pour cette raison-là. Je crois que ce serait vraiment optimiste. Je le fais surtout pour recevoir les livres gratuitement. Je pense que ça, c'est important de le dire aux lycéens qui nous regardent. C'est l'argument massu pour avoir envie d'être critique littéraire. C'est le seul métier où on va vous envoyer toute la production de l'année. Vous allez recevoir les livres chez vous sans payer. C'est absolument une bénédiction, c'est extraordinaire. Après, il faut de temps en temps écrire un article dans un journal, ça c'est déjà plus difficile.
Et quand les critiques sont mis dans la lumière, on parle de Nolo et Zemmour par exemple, ils ont fait une marque de fabrique, c'est normal ça? Vous trouvez que les critiques soient presque aussi célèbres que finalement les gens qui critiquent? Même plus, parfois plus, bien sûr. Oui, si ça leur donne un pouvoir qu'ils utilisent bien. Je pense dans le cas de Nolo et Zemmour, je trouve qu'ils utilisaient mal ce pouvoir. J'ai pas l'impression qu'ils aient révélé ou défendu des grands écrivains. Dans l'émission de Laurent Ruquier, c'était un peu difficile peut-être. Il leur arrivait de descendre des fausses valeurs, ça c'est bien. C'est un travail, disons, de nettoyage, plus qu'un travail de révélateur. En tout cas, Oscar Wilde disait quand les critiques ne sont pas d'accord entre eux, l'artiste est d'accord avec lui-même. Est-ce que les critiques ont aussi un petit peu démystifié l'écrivain? Maintenant, l'écrivain va sur les plateaux télé, le livre devient presque un objet télé à part entière. Comment est-ce qu'ils faisaient Victor Hugo, Flaubert pour faire leur promo à l'époque? Il n'y avait pas de marketing. Non, c'est vrai, mais ils avaient quand même le sens de... On peut dire, je pense qu'aucun écrivain n'oublie ce que vous appelez la promo, qui est un mot assez triste, mais n'oublie pour qui il écrit, je crois qu'on n'écrit pas sans fantasmer sur un lecteur imaginaire. Donc il y a... Victor Hugo était une célébrité. Victor Hugo était vraiment une célébrité. Il se mêlait beaucoup des affaires du monde, de la société, de politique. Donc il était un peu l'équivalent d'aujourd'hui, peut-être un Bernard-Henri Lévy ou quelqu'un comme ça, qui était... Voilà, il était très célèbre. Quand il est mort, à son enterrement, il y avait des centaines de milliers de gens et tout. Flaubert, c'est différent. Flaubert, il a peut-être eu un marketing plus par l'absence. C'était quelqu'un qui se cachait beaucoup, mais il y a quand même eu un grand procès pour Madame Bovary qui a fait scandale. Donc, je ne dis pas qu'il a cherché ce scandale, mais il en a profité. Non, je crois qu'il n'y avait pas la télévision, évidemment, mais il y avait déjà... le roman au centre de la société comme quelque chose qui fait parler les gens et qui doit intéresser un lectorat. Oui, et puis il y avait déjà des grands critiques, on a cité Baudelaire. Oui, je pense que si un artiste vous dit qu'il s'en fout de la réaction des journalistes ou des réactions à son œuvre, je crois qu'il ment. On ne s'en fout pas, on est même exagérément fragile face à ça. Mais ça, c'est intéressant, c'est forcément intéressant. Pardon? C'est l'hiver. Un homme bien dans sa peau, justement, qui n'est pas malade, est-ce qu'il écrit? Est-ce que ça disjoncte pas forcément quelque part quand on noircit des pages et des pages? Oui, c'est dommage, c'est une maladie, je pense. C'est une infirmité d'avoir besoin de transcrire tout ce qui vous arrive. Écrire, c'est se couper de beaucoup de plaisir dans la vie. Alors il faut essayer d'en faire un plaisir. C'est ça la solution. Si écrire est un plaisir, alors ça devient peut-être aussi agréable pour le lecteur. Et à l'adolescence, on disjoncte peut-être un peu plus dans ce sens-là. À un lycéen de 17 ans, qu'est-ce que vous lui conseilleriez, qui est un peu lyrique, un peu emporté, qui veut écrire? D'être sincère, d'être honnête dans son travail, de lire énormément. Moi, je reçois beaucoup de manuscrits. J'ai été éditeur, maintenant je ne le suis plus, mais je reçois beaucoup de manuscrits de jeunes gens. Et souvent, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas assez lu. On veut se lancer dans des domaines d'expression artistique parce qu'on veut être aimé, peut-être parce qu'on veut devenir riche ou célèbre, des choses comme ça. Ce sont de mauvaises raisons. La vraie raison, c'est d'avoir quelque chose à dire. Et pour avoir quelque chose à dire, il faut peut-être beaucoup lire d'abord. Et lire des vrais livres, parce que vous avez dit, vivre devant un écran, c'est bruire assis. On sait votre dent contre Internet. Vous avez un petit peu... Pourquoi Internet, la littérature, n'est pas plus puissante que le virtuel, finalement? Non, il y a beaucoup de choses positives dans Internet, mais je vois aussi beaucoup de dangers. Là, nous exprimons sur une web TV, je crois, donc vous voyez que je ne suis pas raciste, mais j'ai peur de la disparition du livre sur papier, par exemple. Je trouve que ce serait triste si cet objet disparaissait, et je ne vois aucun plaisir dans la lecture sur un écran. Mais vous avez un besoin physique presque de faire l'amour au livre papier. Voilà, exactement, de le sentir, de le toucher, de le frôler. Je trouve que sinon, ça pique les yeux. Vous aimez la littérature, justement, en 2013? Je suis curieux, voilà. Je pense que c'est très important de garder une capacité d'émerveillement. Et j'estime que j'ai énormément de chance de pouvoir m'exprimer sur les livres des contemporains. J'ai écrit un essai, Premier bilan après l'Apocalypse, où j'ai choisi 100 livres du XXe siècle que j'aime. Et dedans, il y a beaucoup de vivants. Je pense qu'il faut parler des auteurs vivants. Si on parle que des morts, on n'aide pas vraiment la littérature à survivre. Et pour moi, il y a beaucoup de choses intéressantes en 2013.
Et un livre alors que vous conseilleriez à un lycéen? Il y a un livre que j'aime beaucoup qui vient de sortir, qui est le livre de Julian Barnes, qui s'intitule Une fille qui danse. C'est un très beau roman qui d'ailleurs commence dans un lycée et où il y a 3 copains qui racontent leur vie. Donc peut-être ça permettra à vos lecteurs de s'identifier et ensuite d'être emmenés dans l'histoire. On aura toujours besoin d'écrivains et de critiques. Oui, bien sûr, oui. Et j'espère qu'ils seront toujours aussi libres les uns et les autres. Bon, message entendu. Bonne Saint-Valentin, Frédéric Becbédé. On enregistre ça à 14 février. On fait ça en amoureux, en fait. Merci beaucoup.